Le président américain Barack Obama est arrivé samedi à Hangzhou pour le sommet du G20 dans cette ville de l'Est de la Chine, sa dernière visite dans le pays en tant que chef de l'État. Lors de ce 11e sommet du G20, Barack Obama et son homologue chinois Xi Jinping vont aborder les tensions en mer de Chine méridionale. Ils discuteront également des problèmes concernant le réchauffement climatique. Obama doit aussi s'entretenir avec la nouvelle première ministre britannique Theresa May pour la première fois depuis sa prise de fonction à la suite du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La Syrie sera également au menu d'Obama lors d'une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge du G20. Les autorités chinoises ont pris des mesures de sécurité sévères pour le sommet du G20 de Hangzhou. Un quart des habitants a été encouragé à quitter temporairement la ville et des fauteurs de troubles potentiels ont été arrêtés. La Chine accueille pour la deuxième fois de son histoire le sommet du G20 au moment où bon nombre des économies africaines et du monde chancellent. Instance fêtière de la coopération économique et financière, le G20 rassemble les pays les plus avancés de la planète. Ces 20 pays représentent à eux seuls 85% du PNB mondial, 80% du commerce global et 2/3 de la population mondiale. Lors de ce sommet qui s'ouvrira les 4 et 5 septembre 2016, le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker représenteront l'UE et Idriss Déby représentera l'Union africaine où il livrera un message du continent africain aux 20 dirigeants des pays les plus industrialisés du monde. Les assises du 11e sommet du G20 sont axées sur l'économie, d'où le thème « Construire une économie mondiale, innovante, revigorée, interconnectée et inclusive ». Des élections anticipées au Brésil, c'est ce que réclame à présent avec force le Parti des travailleurs, formation politique dont est issue Dilma Rousseff, la désormais ex-présidente du Brésil, qui a annoncé qu'elle fera appel de la décision du Sénat. Vendredi, soit 2 jours après sa destitution, son parti s'est dit déterminé à reconquérir le pouvoir. Face à un gouvernement qui n'a pas eu de vote, qui usurpe le pouvoir, qui va à l'assaut du pouvoir, nous on pense que la seule façon de rétablir la démocratie dans notre pays, c'est au travers du vote populaire, en nous associant à l'idée qu'il faudra discuter avec d'autres secteurs, partis et mouvements pour la rendre possible et voir quels sont les meilleurs instruments d'une campagne pour élection directe tout de suite. En cas d'élection, le parti fondé par l'ancien président Lula da Silva peut compter sur une bonne assise populaire. De plus, la destitution controversée de Dilma Rousseff rapproche de plus en plus les courants internes sur plusieurs questions d'intérêt national. Le parti a même déjà choisi son candidat. Le président Lula n'est pas candidat. Le processus électoral n'est pas ouvert pour qu'on puisse présenter un candidat, mais il est évident que pour nous, au contraire, il faut faire un grand effort pour qu'il puisse de nouveau diriger le pays. Entre l'ex-présidente qui a promis de combattre le nouveau régime malgré son déménagement annoncé à Porto Alegre et les exigences du Parti des travailleurs, le nouveau président Michel Temer aura fort à faire dans un pays où les scandales de corruption éclaboussant déjà le nouveau régime menacent de renforcer davantage les revendications sociales. Chaque vendredi matin, des milliers de coureurs se rassemblent au Caire, malgré la chaleur et les bouchons qui engorgent les rues. Au programme, 4 km de footing dans la ville la plus peuplée d'Afrique. Dans n'importe quel autre pays, les routes sont fermées pour les marathons, mais pas ici. Alors nous venons ici chaque vendredi à 7 h du matin, car la circulation n'est pas encore trop dense. La circulation, c'est ce qui nous inquiète le plus. Le Caire est magnifique, mais c'est beaucoup plus agréable le matin. Après ça, la circulation est horrible, surtout vers 16 h. En Égypte, le sport est surtout pratiqué dans des clubs fréquentés par les élites. Mais depuis peu, des coureurs de toutes origines organisent des joggings collectifs dans la capitale grâce aux réseaux sociaux. Fondée en 2012, l'organisation des coureurs du Caire attire entre 2000 et 3000 personnes chaque semaine. Et les cyclistes font aussi leur apparition. On nous a harcelés, ridiculisés, les hommes comme les femmes. Les gens nous répétaient que ce n'est pas un endroit pour rouler en vélo, que les routes sont déjà assez encombrées. Ça me mettait mal à l'aise, mais j'ai ignoré leurs commentaires. Et maintenant, des gens nous disent qu'ils aimeraient eux aussi rouler à vélo. Le président Abdel Fattah al-Sisi a même appelé les Égyptiens à troquer leurs voitures pour des vélos. Mais les routes dangereuses et l'absence de pistes cyclables découragent beaucoup de monde. C'est assez difficile et dangereux.
J'ai déjà eu 2 accidents à vélo, j'ai été percutée par 2 voitures et je suis tombée d'un pont. Il y a eu beaucoup d'incidents, mais je n'abandonnerai pas. Plus de 3 millions de véhicules sont enregistrés au Caire et dans la province voisine de Gizeh. Mais rien ne semble décourager les cyclistes et les piétons.